Chers auditeurs, chères auditrices, on imagine que pour une partie d'entre vous, vous avez un petit peu plus de temps, voire vous avez un petit peu trop de temps. On est dans le même cas que vous, on est confinés. Alors, chacun chez nous. Mathias, toi tu es chez toi, Mathias? Je suis chez en moi, télétravail, oui, en télétravail, c'est pour ça, j'aurais aimé, en fait, qu'on puisse avoir plus de temps tous les deux pour faire plus d'émissions du Bureau des Mystères, en plus d'émissions d'Inspiré de Ferrel. Malheureusement pour vous, ce ne sera pas le cas. Heureusement pour moi, quelque part, puisque ça veut dire que, contrairement à beaucoup de Français, j'ai du travail, je suis en télétravail à plein temps, donc ma situation professionnelle n'est pas impactée, donc ça veut dire que je suis pas comme beaucoup de gens en chômage partiel ou en difficulté vis-à-vis de la crise sanitaire du coronavirus. Donc non, moi je peux continuer à travailler chez moi, donc c'est bien pour moi, c'est bien pour mon compte en banque. Par contre, c'est pas forcément bien pour l'émission, puisque j'aurais pu utiliser ce temps pour faire plus de sujets dans le Bureau des Mystères ou Inspiré de Ferrel. Mais, we have your back, comme on dit en espagnol, puisque on va vous faire un petit épisode spécial, parce que quant à moi, alors je suis confiné également, il se trouve que travaillant dans l'enseignement supérieur, moi ma situation est relativement simple, enfin non, pas simple, n'allons pas jusque là, mais étant en plus je suis vacataire à l'université, donc ça va, mais du coup on a pris le parti de on peut pas enregistrer plus d'épisodes. Par contre, on va vous faire un épisode spécial. Et alors là, grande originalité, personne n'avait fait ça jusque-là, pendant le confinement, puisque on va vous faire un épisode spécial reco. On va vous parler de ce qu'on a fait ces derniers temps, peut-être de vous donner des petites activités culturelles auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou vous aider à découvrir des petits trucs. Et donc voilà, écoutez, c'est parti pour l'épisode spécial reco. C'est parti. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Bienvenue dans mon cauchemar. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas pu faire de nouvelles histoires pour le Bureau des Mystères, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps, ni de nouvel épisode d'Inspiré de Ferrel. Par contre, ma première recommandation va peut-être pouvoir satisfaire, du moins en partie, vos envies de sujets paranormaux. Je vois le conducteur, je me pose la question. Alors oui, je comprends que tu te poses des questions, et je vais revenir sur cette histoire. Ma première recommandation, c'est Enquête paranormale, ou du moins les replays d'Enquête paranormale, une émission diffusée sur C8. Alors je sais, Charles, je sais. Je sais parce que je sais tout déjà. Enquête paranormale, qu'est-ce qui me prend ? Je peux tout expliquer. En toute honnêteté, j'ai d'abord profondément détesté cette émission. Ah. Et avant même qu'elle existe. Et oui. Parce que donc, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que l'année dernière, peu après la sortie du Bureau des Mystères, on a été contacté pour participer à cette émission en tant qu'intervenant. L'émission était alors en plein tournage. Alors, Enquête paranormale, si vous ne voyez pas ce que c'est une émission de C8 sur les mystères et les histoires extraordinaires. Et je préfère vous prévenir, il n'est absolument pas question d'enquête. Alors, il me semble que c'est présenté par Valérie Benheim, c'est ça ? Exactement, oui. Quand on nous a contactés en voyant le titre de l'émission, nous, naïvement, on a d'abord pensé qu'ils allaient débunker des affaires, soi-disant paranormales, puisqu'il y avait enquête dans le titre. Mais deux choses nous ont vite fait comprendre que ce serait pas le cas. La première, c'est que l'émission est produite par MadProd, qui est la société de Mathieu Delormeau, qui n'est pas spécialement connu pour aller dans ce terrain-là. Et deuxièmement, le conducteur qu'on nous a envoyé montrait très clairement que l'émission allait jouer à fond sur le côté sensationnel. Ouais. Donc évidemment, j'ai été déçu, toi aussi Charles, tu as été déçu. On en a discuté, et on s'est dit que ça collait pas du tout avec notre démarche, donc on a poliment refusé. Mais, par curiosité, j'ai regardé le premier numéro. Et tu regrettes finalement ? Alors, oui, dans un premier temps, j'ai regretté, puisque j'ai passé la soirée vraiment à pester devant mon écran. Mais vraiment, j'ai halluciné devant le manque de recul, devant les intervenants qui balancent des fausses informations sur un ton mais ultra sérieux. C'est vraiment, j'assistais à de la désinformation dans une émission diffusée en prime time. Et le problème, comme d'habitude, c'est que comme ça touche des sujets qui sont soit facilement tournés en ridicule, soit qui sont jamais pris comme des sujets de société, parce que les sujets paranormaux, du coup, le fait de parler de paranormal, souvent, ça les exclut de la catégorie sujet de société, et on s'autorise assez facilement à véhiculer des bêtises. Voilà, moi j'étais vraiment énervé ce soir-là quand j'ai regardé le premier numéro. Je m'y attendais un peu, puisqu'on avait eu le conducteur entre les mains. Mais j'étais vraiment déçu, alors du coup j'ai éteint la télé, de rage, j'ai rage quit, comme on dit
Et je suis plutôt allé regarder un stream de Charles et je me suis dit que je ne regarderai plus jamais ce programme. Enfin, en gros, j'ai boudé. Et puis finalement, je suis revenu sur cette émission. Ah. Parce que il faut que j'avoue quelque chose aux auditrices, aux auditeurs. Toi, tu le sais, Charles, un de mes plaisirs coupables, avant de commencer le Bureau des Mystères, c'était les émissions un peu pourries sur le paranormal. Je me souviens, on en a regardé ensemble, il faut être honnête. On a regardé ensemble. Ce sont ces émissions avec des effets jumpscare, avec des reconstitutions complètement flinguées, Avec Laurence des témoignages Bocconi, improbables. Exactement, parce que moi j'étais un gros fan de Zone Paranormale, oui. avec Laurence Bocconi par exemple. Ces émissions où on a des animateurs qui sont pas spécialement dans le domaine du paranormal et qui se demandent eux-mêmes quand ils font l'émission qu'est-ce qu'ils font là. Donc c'est pendant longtemps, moi j'ai adoré ces émissions qui étaient vraiment ultra abusées et qui n'ont plus été diffusées pendant quelques années, à part quelques rediffusions de temps en temps. Et sauf qu'entre-temps, j'ai affûté mon esprit critique. J'ai lu pas mal de debunking, j'ai fait beaucoup de choses pour le Bureau des Mystères, et je crois qu'en chemin, et c'est triste à dire mon cher Charles, j'ai perdu mon goût pour ces programmes. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois trop les coulisses. C'est ça, en fait, c'est cette sensation que j'avais, c'était qui est un peu à mi-chemin entre le vrai intérêt pour les histoires et le rire que je peux avoir devant un bon nanar. Ça a fini par me manquer au final. Et récemment, je suis retombé sur Enquête paranormale. J'avais pas grand chose à faire chez moi et ce soir-là, il y avait pas grand chose à la télé. Et je suis passé sur C8 et les premières minutes, j'ai encore pesté contre les bêtises que j'entendais, j'étais encore énervé. Et puis progressivement, il s'est passé quelque chose. Je me suis vraiment laissé emporter. C'est-à-dire que j'ai pris mon esprit critique, je l'ai posé à côté de moi sur le canapé, je lui ai fait « tais-toi et regarde », et je me suis fait entraîner par l'émission. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver le plaisir que j'avais quand je regardais Zone Paranormale. Une fois que j'ai intégré et complètement accepté le fait que tout ce qu'on me racontait était sans doute ultra exagéré, voire faux, en fait, ce qui restait, c'était le fun. Et j'ai vraiment éclaté de rire devant des histoires que je connaissais, dont on a parlé dans le Bureau des Mystères. Quand j'ai entendu des intervenants qui sortaient des phrases mais magnifiques comme « c'est la preuve irréfutable que quelque chose de paranormal s'est produit ». Alors qu'il y a absolument rien d'irréfutable, c'est super drôle, et que au contraire c'est facilement démontable, et que toi tu connais la réponse en tant que... parce que tu connais le sujet. Donc j'ai ressenti en fait aussi, à contrario de ça, un vrai intérêt pour des histoires que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si on a commencé à brasser un petit peu pas mal d'histoires, il y a toujours des histoires très connues qu'on connaît pas forcément. Et donc là, je suis retombé dessus, en sachant évidemment qu'ils en faisaient des caisses sur ces histoires-là, mais je les ai notées, et je me suis dit que un jour, j'allais peut-être aller enquêter dessus une fois que j'aurais réactivé mon esprit critique, c'est-à-dire après avoir regardé l'émission. Et petit teaser, il est pas impossible qu'un de ces cas soit prochainement débunké dans le Bureau des Mystères, parce que je regardais un numéro d'enquête paranormale et j'ai trouvé un sujet que je trouvais assez fascinant. Je me suis dit non, ça ne peut pas être ça, évidemment. Et je suis allé regarder pourquoi ça ne pouvait pas être ça, et le résultat était plutôt intéressant. Donc je pense que j'en parlerai dans le Bureau des Mystères. Ouais, et écoute, ça me fait penser à un truc quand t'as dit mettre ton esprit critique à côté, ce truc de regarder consciemment une émission en sachant que tu te laisser volontairement emporter par cette sorte de flow. Je crois que c'est un peu ça qui se passe pour moi avec le catch. Je crois qu'il y a un petit peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est que je suis amateur de catch et j'adore moi regarder le catch, pour moi aussi en plus je le mets souvent. Je crois pas trop en l'idée de plaisir coupable honnêtement, à partir du moment où il y a un plaisir, et qu'il n'embête personne, ce plaisir, je vois pas en quoi il est coupable. Mais c'est vrai que si je devais catégoriser un truc dans plaisir coupable, moi perso je mettrais le catch. J'adore le catch, et il y a ce truc, évidemment c'est pas la question de savoir si c'est fake ou pas fake, c'est des cascadeurs, c'est des chorégraphies, mais j'aime bien laisser on va dire cet esprit, pas l'esprit critique, tu vois, mais de me dire allez, je me prends dans le jeu, je me prends de l'histoire, je me prends dans la narration, et je prends parti pour un des deux catcheurs, tu vois, et même devant ma télé des fois je fais des choses comme ça, mais pourquoi il a fait ça, alors que voilà quoi, il y a pas de doute, mais ça fait du bien aussi d'avoir ce petit mode comme ça, d'éteindre une partie de son cerveau et de se dire là ouais, ok, ça fait de mal à personne à ce moment-là, de me dire que moi j'y crois, je veux me laisser emporter dans le truc. Je suis globalement assez d'accord avec toi sur le fait que la notion de plaisir coupable souvent est utilisée pour des choses qui sont pas vraiment coupables. Oui, puis ça a pas nécessité d'être coupable en fait. Il y a rien de coupable à aimer le catch, à aimer les trucs kitsch. Moi j'aime beaucoup Kyo et on me dit souvent que c'est un plaisir coupable, mais non, c'est un vrai plaisir pour moi d'écouter Kyo. Mais là en l'occurrence, pour Enquête paranormale, je pense que je suis vraiment dans ma définition première du plaisir coupable, dans la mesure où j'aime débunker les choses. Parce que malgré tout le plaisir que peut me procurer cette émission quand je la regarde, je maintiens assez fermement d'ailleurs que ces émissions-là font de la désinformation. Oui, c'est vrai. Qu'elles entretiennent des mythes qui sont totalement faux et qu'elles font preuve d'énormément de malhonnêteté intellectuelle. Donc c'est pour ça que je la conseille, c'est mon plaisir coupable, et je maintiens le mot plaisir coupable particulièrement pour ce sujet-là, mais je la conseille à un public averti.
comme les auditeurs et les auditrices du Bureau des Mystères, parce que je pense que voilà, maintenant, si ça fait suffisamment longtemps que vous nous écoutez, vous avez compris que souvent les histoires paranormales, il y a une réalité qui se cache derrière et qu'elles sont pas si paranormales que ça. Donc voilà, si vous êtes avertis sur ces sujets-là, je pense vraiment que ça peut être un bon moyen de passer le temps pendant le confinement, et je vous conseille notamment celui du 10 mars dernier qui m'a vraiment fait éclater de rire à plusieurs reprises, puisque on parle de la hantise de l'hôtel Stanley qui aurait inspiré Shining. Et ça va te plaire, Charles, je pense que tu vas regarder cette émission. Ça parle de la zone 51, avec notamment toute une partie consacrée à Bob Lazar, la personne qui disait avoir travaillé dans la zone 51, alors qu'en fait pas du tout. Et voilà, ce passage est absolument savoureux, puisqu'il y a tout un passage où ils essayent un petit peu de réhabiliter Bob Lazar en mode et si au final il avait vraiment travaillé là-bas. Et donc ça voilà, à ce moment-là, je crois que c'est vraiment à ce moment-là, sur ce sujet sur la zone 51, quand ils ont commencé à laisser entendre que peut-être il aurait vraiment travaillé sur la zone 51, que j'ai fait ok, donc là c'est parti, on est sur un ride total. Donc, et là, j'ai même commencé à regarder la rediff de la semaine précédente qui passait juste après. Donc voilà, mais je crois que tous les épisodes sont dispo en replay sur le site de C8. D'accord. Donc voilà, tous les à épisodes regarder. Depuis le début, ça fait quoi ? Ça fait 1 an que c'est diffusé, ça, non ? À peu près, oui, parce que ils nous ont contactés en avril-mai. Ouais, ça va bientôt dernière. faire 1 an. Ça doit faire 10 mois là, ouais. C'est ça. Je crois qu'ils avaient déjà commencé à diffuser un peu avant de nous contacter parce que c'était pour la deuxième vague. Non, il me pas semble encore. C'était c'était pour la deuxième émission, mais ils avaient pas encore commencé à diffuser. Ah oui, puisque c'était question d'Annelise Michel qui était vraiment les premiers numéros. Exact. Ouais, donc voilà, à réserver à un public qui sait, qui connaît les ficelles et qui sait que ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte. Mais voilà, si vous partez du principe que oui, ce qu'on vous raconte est grandement faux, ça peut être un bon petit moment plaisir, un petit bonbon. Eh bien écoute, quant à moi, télé toujours, mais télé sur internet, de toute façon ça va être télé, hein. Enfin, ça va être télé, pas que télé, mais en l'occurrence, on va pas vous proposer d'aller au cinéma. D'ailleurs, c'est quoi le dernier film que t'as vu au ciné, du coup, avant le confinement ? Oula, bonne question. Ça fait un petit moment que t'étais pas allé. C'est peut-être The Lighthouse, en fait. Ah, d'accord, ok. Juste avant, Ah non, autant pour moi, c'est The Farewell, Lulu Wang, l'adieu, qui était très bien. Aimé, ouais. J'ai adoré pas ce vu, du coup. Moi, c'était Dark Waters avec Mark Ruffalo. Je trouvais pas mal du tout. Mais c'est pas ça, du coup, que je vais vous recommander. Ce sont des séries que vous pouvez regarder depuis chez vous. Et alors, j'ai essayé de diversifier un petit peu au niveau des services. Une série Netflix, une série Apple TV+. Je vous ai parlé dans le dernier épisode du Bureau des Mystères de Ares, qui était la première série néerlandaise produite par Netflix, et j'ai dû vérifier parce que je savais pas si j'en avais déjà parlé ou pas, mais il y avait aussi une première série coréenne en 2019 qui a été produite et diffusée par Netflix, qui s'appelle Kingdom, et je vous en parle parce que la saison 2 vient de sortir. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette série, vous avez à peu près 12 épisodes, puisque le format, c'est un format malheureusement non, c'est aussi pour le bien de la série parce que je la trouve excellente, assez court puisqu'il y a 6 épisodes par saison. 6 épisodes pour la saison 1 qui font entre 45 et 55 minutes, et pour la saison 2, 6 épisodes qui font entre 35 et 50 minutes. Donc elle est un petit peu plus courte. La saison 3 devrait pas tarder à être annoncée, mais bon, elle va pas sortir pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est Kingdom ? C'est donc la première série coréenne produite par Netflix, ça se passe en Corée médiévale. Et pour faire simple, c'est une série dans laquelle il va y avoir des zombies, puisque grâce à une substance, à une plante, quelqu'un a trouvé le moyen de réveiller les morts. L'empereur étant malade, l'empereur n'étant plus capable de prendre des décisions, et l'empereur, et ça c'est vraiment, ça se passe avant le premier épisode, donc je ne spoil rien, étant mourant, et ben on va le laisser mourir. Et on va le ramener, l'empereur de Corée à l'époque, on va le ramener avec cette fameuse plante, donc l'empereur va être un zombie. Alors comme ça, c'est assez simple, sauf qu'en fait, tout ce qu'il y a autour, ça va être des enjeux stratégiques politiques. À savoir que les gens qui ont réanimé, il y a différents clans qui s'affrontent à ce moment-là en Corée, les gens qui ont réanimé l'empereur en profitent en fait pour prendre le pouvoir, parce que l'empereur c'est un zombie, il est attaché, il n'est plus capable de prendre de décision. Et il va y avoir comme ça des combats entre les clans, des jeux de pouvoir, un petit peu à la manière de Game of Thrones, mine de rien, à la différence que je préfère largement ceux de Kingdom. Game of Thrones, j'ai rien contre la série Game of Thrones, je l'ai regardé avec plaisir, mais pour moi, il y avait des choses qui étaient vraiment touffues, des personnages qui n'apparaissaient qu'une fois, soit parce que ils apparaissaient plus dans le bouquin et dans l'adaptation, on n'a pas pu les avoir plus que ça, soit pour des questions de budget ou de cohérence scénaristique. Et du coup, les enjeux de Game of Thrones, je le dis assez honnêtement, en fait Game of Thrones, je le regardais comme la Coupe du Monde de foot.
comme s'il y avait une Coupe du Monde de foot chaque année, à savoir que la Coupe du Monde de foot, honnêtement, en équipe de France, parce que je dis ça parce que je m'y connais pas du tout en foot, je connais 3 noms dans l'équipe de France, je connais les 3 plus connus, les autres je sais pas qui c'est, et je sais pas quand les pays s'affrontent, je sais pas quels sont les enjeux, je sais pas lequel est plus fort que l'autre, je sais pas lequel aura l'ascendant ou lequel a plus de chances de gagner, et du coup dans Game of Thrones j'avais un peu ça, je partais un petit peu chaque saison sans me refaire de récap de la saison précédente, donc du coup en ayant oublié beaucoup de choses, du coup en ne connaissant quasiment pas, enfin quasiment plus, les enjeux au moment où je regarde la saison, et quand je regarde la saison ça me revenait, ah mais oui il y avait ça, ah mais oui il y avait ça, et du coup, Game of Thrones, j'ai jamais trop pu le suivre pour ces enjeux stratégico-politiques, parce que pour moi, il fallait suivre ça attentivement, il fallait relire chaque année des résumés. Et là, en l'occurrence, dans Kingdom, il y a pas ça me fait pas ça, parce que les enjeux politiques s'étalent sur moins de personnages. Ça s'étale sur moins de personnages et c'est plus clair. Alors il y a des trucs forcément, si moi je connais pas la géographie de la Corée, donc quand ils disent que l'épidémie de zombies se déplace de telle ville à telle ville, je sais pas si c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des trucs comme ça que j'ai pas forcément, mais en gros les enjeux politiques tels qu'ils sont présentés dans Kingdom, je les trouve clairs. Ils s'y tiennent, il y a des retournements de situation, mais je trouve ça tout à fait intelligible, sans être obligé après de lire des résumés ou autre. Alors c'est une série que j'aime beaucoup, notamment pour du coup la clarté de son récit déjà, pour le dynamisme aussi de sa réalisation. Il y a des fois comme ça où la caméra elle est à terre, elle suit des zombies en train de courir, parce on est face à des zombies, du coup une épidémie de zombies qui courent, donc des choses extrêmement dynamiques. La qualité des décors et des costumes, il y a des plans, alors c'est scindé en deux. Souvent quand il y a des zombies, la réalisation est très dynamique, on va suivre des personnages soit qui se battent, soit qui fuient, et en même temps de l'autre côté quand il y a des décors, ça va être très posé, les plans vont être très composés. Et ça donne des images absolument sublimes parfois. Les costumes aussi, les costumes traditionnels, je sais pas quel a été le travail de reconstitution historique, elle est classée en série historique et épouvante horreur. Donc j'imagine que si on la classe en série historique, c'est qu'il y a des choses qui sont sans doute véridiques derrière. Mais bon voilà, Kingdom, cette série de pour l'instant du coup 12 épisodes coréenne qui mélange un petit peu de Game of Thrones, un petit peu d'épidémie zombie, et alors en plus il y a tout un truc sur éviter l'épidémie dans la saison 2 qui est malheureusement extrêmement raccord avec l'actualité. Deuxième série ensuite, Servant. Alors Servant, je vais pas en parler longtemps parce que il faut surtout pas spoiler Servant. C'est la série Apple TV+ qui est sortie en novembre dernier, donc en novembre 2019, qui est sur un format de 10 épisodes de 30 minutes. Donc c'est des épisodes assez courts et tant mieux, ça fonctionne vraiment très bien sur des épisodes de 30 minutes et ça m'a fait presque bizarre en fait de regarder cette série qui n'est pas une sitcom, qui est extrêmement qualitative entre guillemets, mais c'est pas pour enlever de l'aspect qualitatif des sitcoms, mais sur un format de maximum 30 minutes, c'est même entre 25 et 30 minutes, et de voir comme ça une série horrifique donc qui se déroule à Philadelphie et qui traite vraiment quasiment en huis clos de la vie d'une petite famille, un couple de 2 personnes, de leur bébé et d'une servante, du coup une employée qui va venir s'occuper du bébé. Le casting est composé donc du coup de finalement assez peu de gens pour 10 épisodes. Lorraine Ambrose qui joue la femme du couple, Dorothy Turner, Toby Kebbell qui joue Sean Turner, son mari, Rupert Grint, donc évidemment connu pour le rôle de Ron Weasley, qui joue le frère de Dorothy, et Nell Tiger-Free qui joue l'employé de maison qui arrive du coup le premier jour et qui lance, on va dire, un petit peu l'intrigue. Le premier épisode a été réalisé par Night Shyamalan. Ça se sent, l'épisode est vraiment le pilote est vraiment très solide. Et voilà, ça va se passer en huis clos avec évidemment beaucoup d'intrigues. Enfin, la quasi-totalité des intrigues va tourner autour du bébé. Et c'est du coup c'est quelque chose que je ne peux que conseiller. J'ai pris beaucoup de plaisir et d'angoisse. Alors regardez, il y a vraiment des passages où j'étais tendu face à cette série. Donc voilà, celle-là, et donc du coup comme je disais en début de recommandation, la saison 1 de Ares aussi disponible sur Netflix, qui est aussi sur un format assez court, et j'ai l'impression que l'horreur, il y a un petit mouvement comme ça qui fait que l'horreur se permet des formats un petit peu plus courts pour installer ses ambiances, parce que je vois que Servant c'est entre 25 et 30 minutes, Ares c'était un petit peu pareil, je crois que ça montait jusqu'à 35 minutes, et Kingdom a réduit le format de ses épisodes globalement pour passer de 45-55 à environ 35-50 minutes pour le dernier épisode. Donc du coup j'ai l'impression qu'il y a des
séries horrifiques qui se permettent comme ça de raccourcir leur format, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça fait des épisodes souvent qui sont quand même plus dynamiques. Ah oui, complètement. Bah c'est marrant que tu parles de séries dynamiques qui sont assez courtes, parce que ma prochaine recommandation, c'est un peu l'inverse de ça. C'est presque une série, mais là on est sur des épisodes qui durent entre 50 minutes et 1h20, et c'est pas forcément aussi dynamique qu'une série Apple Plus ou qu'une série Amazon, qu'une série Netflix. En fait, c'est pas vraiment une série, c'est Tales of Pi. Tales of Pi, c'est j'en ai déjà parlé, ça. Je t'en ai parlé, oui, hors émission, parce que c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Tales of Pi, c'est le nom d'une chaîne YouTube qui propose des actual plays. Alors, je vais peut-être commencer par répondre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je l'attendais, cette question. Oui. Même moi, je savais pas. C'est toi qui m'as fait découvrir. Hein. Bah oui, et même moi, jusque tout récemment, je ne savais même pas ce que c'était que l'actual play. L'actual play, c'est tout simplement, il y a des nuances, mais je vais les apporter. Un actual play, c'est grosso modo une captation de parties de jeux de rôle. En gros. Mais presque. Parce que la plupart du temps, les actual play proposent des versions qui sont un peu simplifiées des jeux de rôle pour avoir des parties justement plus dynamiques et que ce soit plus agréable à suivre pour un spectateur ou pour un auditeur. Donc ça repose forcément sur une bonne histoire, mais aussi et surtout sur une bonne complicité entre le maître du jeu et ses joueurs. Moi j'ai découvert l'actual play avec grâce à Mimi de Mademoiselle qu'on connaît. Ami du show comme on dit. Ami du show, tout à fait, que vous avez entendu déjà dans le Bureau des Mystères et dans Inspiré de faits réels, qui m'a qui a conseillé à tout le monde en fait, mais j'ai découvert vraiment grâce à elle, et j'en ai reparlé avec elle, elle est ultra fan évidemment. C'est Game of Roll, qui est un actual play diffusé sur le stream, anciennement sur la JVTV. Et c'est très drôle, le maître du jeu c'est Fibre Tigre qui déroule à chaque fois, à chaque numéro, son univers médiéval fantastique d'Aria. Bon, je vais pas présenter plus longtemps Game of Roll parce que je pense que pas mal de monde le connaît, c'est un des actual plays les plus connus en France. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter évidemment. C'est un de mes gros coups de cœur de 2019, j'ai tout rattrapé, je ne manque jamais un épisode. Pour tout vous dire, on a même fait envoyer un exemplaire du Bureau des Mystères pour que Fibre Tigre le fasse gagner aux spectateurs de Game of Roll. Donc, c'est vous dire, on aime vraiment beaucoup moi personnellement j'aime vraiment beaucoup cette émission. Je crois que toi Charles, t'avais vaguement écouté, mais pas assez, je crois encore. C'est ça, j'ai pas la culture suffisante. En fait, j'avais peur, je crois que c'est ce que je t'avais dit quand on en avait parlé, j'aurais aimé être pris moi-même, être acteur dans un jeu de rôle, avant de commencer à en regarder sur Twitch ou sur YouTube, histoire de me faire ma propre expérience, et pour pas, parce que dans les jeux de rôle, j'aurais été très influencé, à mon avis, par ce que j'aurais vu, et du coup, j'avais très envie de commencer le jeu de rôle avant d'en regarder, et après peut-être de me prendre au jeu et d'en regarder sur Twitch et sur YouTube. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai regardé quelques extraits, mais je connais très très peu. En fait, je peux te rassurer toi et rassurer aussi les auditrices et les auditeurs, pour regarder un actual play, il n'y a pas forcément besoin de connaître le monde du jeu de rôle, justement c'est fait pour ça. C'est pour ça que les règles sont simplifiées, et que c'est fluidifié, et que vraiment l'histoire est mise en avant, autant que la complicité entre maître du jeu et les joueurs, mais vraiment, au bout d'un moment, on commence à le suivre comme un feuilleton. Donc il n'y a pas forcément besoin de connaître vraiment les bases du jeu de rôle, on les découvre assez vite en suivant une partie. En tout cas, dans Game of Roll, on les découvre très vite, et je pense que c'est ce qui a fait aussi en partie leur succès, parce que bon, ils cartonnent en live et en replay, et il y a un crowdfunding qui s'est lancé là du jeu de rôle Aria pour une version papier, qui a déjà dépassé les 350 000 €. Je crois que c'est le deuxième plus gros succès Ulule de France. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de fans. C'est pour ça que je voulais pas présenter plus longtemps que ça Game of Roll. Game of Roll, c'est surtout en fait ce qui m'a permis de découvrir le petit monde français de l'actual play. Et fin février, le stream avait diffusé une émission que j'ai trouvée assez intéressante, où il y avait plusieurs maîtres du jeu autour de la table. Alors moi, je suis comme je dis, je suis un noob total de ça, donc je connaissais que Fibre Tigre, et il y avait Lucien Men de La Bonne Auberge aussi. J'allais dire, normalement, il y a un maître du jeu, c'est ça? Pas plus. C'est ça. Là, c'était pas une partie de jeu de rôle, c'était vraiment une discussion sur l'état de l'actual play actuellement, voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'émissions, et donc ils étaient tous là, c'est tous des maîtres du jeu, et donc en quelque sorte, en gros, animateurs de leur émission, qui étaient là et qui discutaient de leur manière d'appréhender le jeu de rôle, de le faire, comment adapter le jeu de rôle pour en faire des actual play. Donc c'était une discussion qui était très intéressante. Et il y a un mec autour de la table qui m'a beaucoup intéressé, qui était Pi. Et Pi, c'est le maître du jeu des sessions de Tales of Pi, et il parlait de sa passion pour les jeux de rôle d'horreur comme l'Appel de Cthulhu, et de son envie vraiment d'installer des ambiances assez pesantes autour de la table. Ça passe par le fait que les joueurs font beaucoup de roleplay, donc ils sont vraiment à fond dans leur personnage, aussi par le fait qu'ils s'habillent comme leur personnage, qu'on ne voit pas forcément les jets de dés, ce qui n'est pas le cas dans tous les actual play. Par exemple, dans Game of Roll, on voit les jets de dés, et d'ailleurs on s'enthousiasme comme si on regardait un match quand ils ratent ou quand ils réussissent un jet de dés. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, ils disent juste réussi ou pas réussi, et c'est très accessoire à la narration.
Donc ils ont des réactions qui sont pas forcément rationnelles aussi, les joueurs, en fonction du degré de santé mentale de leurs avatars, puisque dans les jeux type l'appel de Cthulhu, il y a une barre de vie, mais aussi une barre de santé mentale. Et puis, Pi parlait aussi de l'importance de l'atmosphère musicale. Et c'est quelque chose qui est assez présent dans Tales of Pi, puisqu'il est toujours accompagné d'Ashenar. Ashenar, c'est son binôme qui se charge de l'ambiance sonore en direct, pendant les parties. D'accord, un ingé son. Ouais, en gros, et c'est ça, c'est-à-dire que s'il y a un moment de tension, il va mettre une musique qui fout les jetons, donc ça marche sur les joueurs, sur le maître du jeu, et aussi forcément sur nous en tant que spectateurs. Alors Pi et Ashenar ne font pas que de l'horreur, mais moi je suis loin d'avoir tout écouté, parce qu'ils ont fait vraiment énormément de choses. Avant Tales of Pi, ils avaient aussi une émission qui s'appelait Donjons et Jambon, qui était un peu sur le même principe, j'adore le titre. Donc ils font de l'horreur, mais ils font aussi du médiéval fantastique plus classique, ils font des trucs complètement barrés, plutôt humoristiques aussi. Moi je t'avoue que je me suis concentré vraiment sur l'histoire horrifique, parce que c'est ce qui m'intéressait. J'en suis à la 3e aventure chez eux, en ce moment je suis en train d'écouter Le Passage, qui est très Lovecraftien, et un petit peu finalement comme les 2 autres que j'ai écoutés, qui sont Batesville, parle d'une étrange menace dans une petite ville du Mississippi, et L'Appel, qui est donc ce que je voulais vous recommander après cette très très longue introduction sur qu'est-ce que c'est l'Actual Play et qu'est-ce que c'est Tales of Pi. Donc forcément ma recommandation va être plus courte après, mais en gros dans L'Appel, Pi fait jouer 4 personnes qui incarnent 4 membres d'une agence de détectives de Portland. On est le 1er janvier 1931 et l'équipe attend dans le bureau de partir sur une nouvelle affaire. À ce moment-là, il y a le téléphone qui sonne et c'est un père de famille qui s'inquiète de la disparition de sa fille. L'affaire peut sembler classique, mais ils vont très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de très bizarre là-dessous. Il y a l'attitude nerveuse du père de famille, le quartier un petit peu trop calme, cette vieille maison à moitié en ruine au bout de la rue, des étranges symboles qui découvrent. Donc je vous dis pas la suite, mais sachez que comme son nom l'indique, cette partie est évidemment dans la lignée de l'appel de Cthulhu, elle s'appelle l'appel, donc forcément on s'y attend. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Pi est un maître du jeu très investi, il y a vraiment des moments de tension et de peur où d'un coup il accélère la narration pour remettre en situation de danger ses joueurs. La mise en scène est impeccable, la manière dont c'est filmé, les chants contre chants sont très bien faits. C'est tout simplement un des actual plays les plus prenants que j'ai vu en fait à ce jour. J'en ai pas vu énormément, hein, je précise, mais en tout cas dans l'ambiance et dans le fait que ça puisse se regarder ou s'écouter comme une série, c'est vraiment celui qui m'a le plus fait ça. Game of Thrones, j'aime beaucoup, c'est humoristique tout ça, donc je vous conseille vraiment à fond Game of Thrones, hein. Mais si vous voulez quelque chose de plus horrifique, quelque chose qui a une ambiance beaucoup plus pesante, L'Appel, c'est très bien. C'est en 5 épisodes, cette saison-là, et les épisodes font entre 42 et 55 minutes, et comme je le disais, ça peut se regarder comme une série ou s'écouter en fond comme un podcast. Par contre, faites attention, c'est dispo que sur YouTube, par contre. Donc si vous voulez l'écouter comme un podcast, mettez-le en fond, et peut-être regardez les premières minutes pour savoir à qui correspond quelle voix aussi. Et de temps en temps, jetez un œil pour voir où en est leur barre de santé mentale, puisque évidemment, ça va baisser. Ah oui, donc c'est quand même visuel. C'est quand même très visuel. Alors pas sur toutes. En l'occurrence, L'Appel, je la conseille en tant que série plus, parce que vraiment il y a un effort qui a été fait sur la manière dont les joueurs s'habillent, sur le décor et sur l'accrustation des barres de santé et de barres de santé mentale au-dessus d'eux. Pour le coup, c'est plus visuel que certaines autres. Le Passage, par exemple, c'est un peu moins visuel. Batesville aussi. Batesville, par exemple, j'ai commencé à regarder et au bout d'un moment, je l'ai mis en fond pour l'écouter, parce qu'il n'y avait pas besoin forcément de voir l'image. Donc voilà. Si jamais l'appel de Tales of Pi, ça vous fait un peu trop peur, ce qui est possible, hein, puisque c'est vrai que les horreurs Lovecraftiennes, ça peut faire facilement peur, d'autant plus en audio avec une bonne ambiance sonore. En plus amusant, je parlais de Game of Thrones a fait un épisode d'Halloween où les héros doivent enquêter sur une série de disparitions dans leur ville médiévale fantastique d'Aria. Donc on retrouve le côté fun de Game of Thrones avec des moments un petit peu plus spooky. Donc voilà, si vous êtes plus sensible à l'horreur, écoutez celui-là. En plus c'est un spin-off, donc vous pouvez l'écouter tranquillement. Et si l'épisode d'Halloween de Game of Thrones vous plaît, je pense que l'intégralité de Game of Thrones vous plaira. Donc voilà. Très bien. Écoute, peut-être que en effet, pendant le confinement, ce sera peut-être l'occasion aussi de se lancer là-dedans, parce que c'est vrai que c'est des choses qui prennent un peu de temps, peut-être, non ? Ah oui, alors là je parlais donc les productions de Tales of Pi font généralement entre 45 et 1h20 suivant les épisodes. Game of Thrones, vous êtes sur des épisodes de 2h30. D'accord, oui, donc il faut avoir voilà, temps devant soi si on veut être attentif. C'est pour le coup Game of Thrones, il y a pas de montage ni rien, c'est diffusé tel quel que, enfin c'est la même chose que le live. D'accord. Par contre, comme il y a une équipe qui est très drôle, qui est très complice, ça s'écoute vraiment très tranquillement quoi. Enfin en tout cas sur moi ça marche. C'était le conseil que donnait Fibre Tigre pour Game of Thrones, c'est que regardez le premier numéro,
Si ça vous plaît, vous allez aimer le reste. Si ça vous plaît pas, ne vous accrochez pas, parce que vous aimerez pas de toute façon. Il n'y a pas de ça devient mieux ou quoi, c'est constant en fait, Game of Thrones. Mais écoute, quant à moi maintenant, je vais vous parler film. Je vais vous parler film parce que c'est pas parce qu'on peut plus aller au cinéma, c'est bien dommage. Hein. Je pense que c'est un des trucs qui va le plus manquer pendant le confinement, c'est d'aller s'isoler dans une salle de ciné pour aller voir un film sur grand écran. Mais bon, on a tout un tas de trucs pour compenser, notamment les studios de cinéma eux-mêmes ont pris les devants, surtout aux États-Unis, puisque Blumhouse, la Warner et Universal vont avancer leur sortie VOD. C'est-à-dire que les films qui sont sortis un mois ou quelques semaines avant le confinement général des pays dans lesquels ces films étaient sortis, ils vont avancer la sortie en VOD. Donc d'ici fin mars, normalement, c'est pas encore sûr parce que on sait pas quels pays sont concernés par ces initiatives-là, mais Blumhouse, la Warner et Universal vont proposer en VOD sur des services sans doute type iTunes, enfin sans doute sur des canaux très classiques. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent sur leur propre site, mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Ils vont mettre en VOD des films qui sont sortis ces derniers temps au cinéma. Et dans les films qui sont sortis ces derniers temps au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu que je pourrais vous recommander ? Eh ben c'est très simple, Invisible Man. Invisible Man, c'est une réactualisation du mythe de l'homme invisible, en version, on va dire, moderne dans ses thématiques et aussi dans sa réalisation, forcément. J'en avais pas parlé ni dans le Bureau des Mystères, ni dans Inspiré de faits réels, mais en décembre 2019 était sortie une version pareille, un peu réactualisée de Black Christmas, le slasher des années 70 dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans Inspiré de faits réels. On avait fait un numéro d'Inspiré de faits réels sur Black Christmas. Sauf que ce remake-là était tout pourri, si je me souviens. Et voilà. Et le truc, c'est que ce remake-là, c'est pas vraiment un remake d'ailleurs, c'est des réactualisations parce que on reconfigure complètement le récit. J'avais vraiment pas du tout accroché, pour moi c'était une catastrophe, je m'étais vraiment ennuyé au cinéma, c'était pas seulement les thématiques, pourquoi pas à la limite, parce que là en l'occurrence c'est comment on appelle ça, une fraternité aux États-Unis qui s'en prend, enfin on pense, il y a des pistes qui sont éliminées évidemment au fur et à mesure, mais qui s'attaque à une sororité. Et on voit comment ça actualise certains thèmes, on va dire avec un angle davantage féministe. Et j'avoue que j'avais pas du tout accroché parce que la construction du suspense pour moi était ratée. C'était vraiment une des questions de construction du suspense qui tombait à plat. Et ben là, dans Invisible Man, c'est littéralement l'inverse. À savoir que dans cette version 2020, donc c'est Elisabeth Moss qui joue la protagoniste principale, qui est harcelée par son conjoint, ex-conjoint, violent, et qui a une très très forte emprise sur beaucoup de personnes de son entourage. C'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Et en fait, il vit la première scène, c'est ça. Il vit dans une gigantesque villa. On voit que c'est un genre d'entrepreneur de la tech. L'homme invisible, normalement, c'était un scientifique qui se rendait invisible un peu par accident. Et là, en l'occurrence, c'est un entrepreneur de la tech qui a développé des technologies en particulier, évidemment, sans doute. Et la première scène du film, c'est Elisabeth Moss qui tente de sortir de la maison. Et ben déjà, je peux dire que dès la première scène, au cinéma, j'étais tendu comme jamais. C'est Leith Vannell qui réalise et qui a écrit le film, donc c'est le co-auteur quand même avec James Wan de Saw, du premier Saw, et peut-être même de certains des suivants. Donc c'est pas n'importe qui. Et là, en l'occurrence, travail absolument fabuleux, parce que du coup... on est tendu, quoi. C'est visuellement, ça fonctionne super bien. Il y a un moment donné où Elisabeth Moss tire une couverture qui est tombée par terre, et là, quand elle tire, on voit les traces de pieds qui apparaissent de quelqu'un qui serait posé dessus. Enfin, il y a tout un tas d'astuces visuelles pour nous faire comprendre qu'il y a une présence sans pour autant la voir, qui fonctionne du feu de Dieu. Et ouais, non, honnêtement, j'ai essayé de me rappeler, quand je suis sorti du ciné, j'étais presque essoufflé, j'étais soulagé que le film se termine. Je me souviens que tu m'as envoyé un message en sortant du ciné où tu m'avais dit « Waouh, c'était fou » et tout. Et moi, je t'ai répondu en disant « Est-ce que c'est une manière de me dire que tu t'es fait enlever par quelqu'un ?» C'est un message codé. Oui, c'est vrai que Et en fait, non, t'as sincèrement aimé le film. J'ai envoyé un message un peu dithyrambique, mais parce que j'étais agréablement surpris. En fait, j'attendais pas grand-chose de Blumhouse sur ce projet-là, honnêtement. C'était aussi Blumhouse qui était à la manœuvre pour Black Christmas. J'avais vu un petit peu plus tôt dans l'année, en janvier, j'avais vu The Grudge, la reprise de The Grudge.
qui est peut-être pas aussi raté que Black Christmas, mais à mon sens, se plante sur certains trucs importants, et notamment sur la construction de certains personnages. Là, c'est vraiment réduit au strict minimum. Elisabeth Moss est de tous les plans, elle tient le film, même quand le film, se ramollit un petit peu, parce que le film fait un peu plus de 2 heures quand même, donc on n'est pas 2 heures en tension extrême, mais elle tient le film, même quand le rythme ralentit. Honnêtement, mais... j'ai qu'une envie, c'est de le revoir en fait. J'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Et c'est dommage que du coup il puisse pas profiter d'une petite notoriété comme ça qui le ferait bien fonctionner au box-office à cause de l'épidémie. Mais du coup, normalement, si ces services arrivent en France en VOD, Invisible Man en fera partie. Il en fera partie. Donc si jamais ça arrive en France, ce sera d'ici fin mars. Donc là, on enregistre, la date à laquelle on enregistre, c'est le 18 mars. Donc s'il arrive, c'est dans quelques jours. Et honnêtement, guettez juste les aussi en général, c'est pour être notre recommandation en général, guettez les institutions aussi, les théâtres, les opéras qui mettent à disposition gratuitement des spectacles, ou voilà, des représentations. Ça pourra que vous occuper un peu plus. Sur le système de VOD de Blumhouse, Warner, Universal, ça a l'air plutôt pas mal de voir ces films-là. En l'occurrence, moi j'avais pas vu Invisible Man au cinéma, donc j'aimerais bien le voir. Mais est-ce que ce sera aussi disponible en France, puisque avec la temporalité des médias, je me demande s'ils ont le droit de faire ça, de mettre un film aussi récent en VOD. Pas. On sait que là il y a quand même des choses, ils ont pas le droit, mais on voit qu'il y a des choses un peu exceptionnelles aussi qui se mettent en place. On sait pas en fait exactement quels pays seront concernés par cette initiative-là. Et je m'en réfère à l'article d'Écran Large qui a écrit sur les films retardés par malheureusement le coronavirus, ou ceux qui vont passer en VOD, mais dans l'article que j'ai lu d'Écran Large, ils expliquaient qu'on ne savait pas encore quel pays serait concerné par l'initiative. Donc c'est pour ça peut-être guetter et à la limite on pourra si c'est pas illégal, c'est-à-dire si on accéder à ces films en payant et en utilisant un VPN, je serais tenté de dire pourquoi pas. Oui, ça. Mais par contre, ce qui est exceptionnel, voilà, c'est ça. C'est ce dont tu voulais me parler. Alors, moi, j'ai juste regardé vite fait. Toi, j'imagine que tu as dû regarder un peu plus en détail. C'est notre nouveau service de streaming. C'est ça. Il y a un service de streaming qui s'est lancé en France et qui s'est lancé malheureusement encore, hasard du calendrier, mais qui s'est lancé au bon moment, j'ai envie de dire, puisque les gens sont confinés chez eux et j'ai l'impression qu'il y a Disney Plus aussi qui va en profiter un petit peu quand même. En France. Oui, ils arrivent le 24 mars, ouais. Je crois, si je me souviens bien. J'ai hâte de prendre Disney Plus pour regarder la bande à Picsou. Là, en l'occurrence... Et Gravity Falls, il y aura Gravity Falls dessus. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de Shadows. Shadows avec un Z à la fin. C'est un service, alors comme ils aiment eux s'appeler, un service de streaming. Shadows, ça s'est lancé alors il y a quelques jours seulement. À l'heure où on parle, c'était il y a une semaine, je crois. C'est un service qui propose... à la manière d'un Netflix, évidemment c'est l'expression de toute façon qui est à la mode, le Netflix 2. Là c'est un peu le Netflix du film d'horreur, et je vous avais parlé dans l'épisode spécial recommandation d'Halloween, je vous avais parlé de Shudder et du fait que c'était pas encore arrivé en France. D'ailleurs c'est l'occasion aussi peut-être de renouveler une recommandation de l'époque. Je vous avais parlé de Crypt TV, la chaîne YouTube qui propose des courts-métrages horrifiques. Et bien là c'est un service de streaming créé en France qui est spécialisé dans le film de genre. Donc on a des films fantastiques, on a des films de science-fiction, on a des films d'horreur. Pour l'instant, il y a un catalogue, alors je vais rentrer dans 2-3 détails quand même pour que vous soyez bien au courant de ce dans quoi vous vous engageriez, puisque le service est disponible à 4,99€ par mois sans engagement et 49€ par an, si vous prenez le forfait à l'année. Donc c'est payant, donc vu que moi je me suis abonné, et je crois que toi aussi Mathias, tu t'es abonné. Oui, moi j'avais backé le projet quand ils étaient en crowdfunding, donc là actuellement j'ai 6 mois d'abonnement je crois, donc je vais aller jeter un œil, et même si j'ai pas énormément de temps, puisque j'ai le travail, je pense que je prendrai le temps d'aller regarder un petit peu le catalogue. J'ai déjà repéré 2-3 trucs. Ouais, il y a des trucs qui ont l'air sympas en effet, dans le catalogue. Alors il y a du connu, il y a Babadook, il y a Halloween, il y a Hellraiser, il y a The Descent, il y a Cannibal Holocaust, mais il y a aussi des trucs... Il y a tous les fantasmes. Il y a tous les fantasmes, et il y a aussi des trucs plus confidentiels. Et il y a aussi des cultes, des films cultes, des classiques. Et moi, en l'occurrence, le premier film que j'ai vu, sans doute pas la meilleure idée, j'ai regardé Les Frissons de l'Angoisse, de Dario Argento. J'allais dire oui, on commence direct sur du Argento. Okay. Oui, parce que écoute, j'étais même plus sûr de l'avoir déjà vu tellement ça faisait longtemps. Si je l'ai vu, c'était dans mon adolescence et j'étais même plus trop sûr. Et alors, ça a mis en lumière quand même quelques difficultés techniques, honnêtement. C'est-à-dire que Shadows, pour la faire vite et pour vous spoiler un petit peu mon propos, c'est un peu une version bêta qui dit pas son nom quand même. Sur le plan technique, à savoir que là, j'avais des passages, alors je sais pas si je crois que c'est le fichier qui déconne, mais j'avais des passages de langue italienne en langue anglaise.
de temps en temps dans le film, sans avoir, enfin des passages comme automatiques. Alors au début je me suis demandé si c'était ma connexion, s'il y avait un problème de mon côté, puis j'ai pas eu l'impression que ça venait de moi. Donc je sais pas dans quelle mesure ça vient de eux ou du fichier qu'ils hébergent. J'ai eu du mal à accéder à certains types de réglages aussi parce que il y a 2-3 menus dans le player qui sont parfois pas scrollables encore. C'est pas possible de scroller dans certains paramètres, donc c'est un petit peu compliqué. Puis après j'ai regardé Babadook, et Babadook j'ai pas réussi à accéder à la version originale sous-titrée. J'avais soit la VO sans sous-titres, soit la VF, mais j'avais pas la VOST alors que c'est ce qui est affiché. Alors, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que oui, on a l'impression que c'est un petit peu une version bêta qui dit pas son nom, mais en même temps, ils ont pas récolté tant que ça, hein, je crois, sur leur crowdfunding. C'était entre 40 et 50 000 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être moins. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, et je veux pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. Il me semble que c'était peut-être un petit peu moins, c'est peut-être aux alentours de 20 000, mais c'était dans ces eaux-là. Et du coup, le service est très intéressant. Il est prometteur parce qu'il a un catalogue intéressant. Il a un catalogue, comme je dis, qui regroupe à la fois des films cultes et des films plus confidentiels, et qui ils ont une éditorialisation que je trouve très chouette aussi, puisqu'ils créent des catégories. La catégorie apéro entre potes, où on va avoir des films de zombies. Ils ont une catégorie, ils ont surfé un peu aussi sur l'actualité. Ils ont une catégorie virus pandémie qui est assez sympa, qui est une sélection de films assez sympa. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Virus, un film japonais que j'ai jamais vu, qui s'appelle Virus, qui est un film de SF sur une pandémie mondiale. Je me suis dit, oh, ok, pourquoi pas. Bon, il faut pas que ça rajoute au côté anxiogène de la situation, mais pourquoi pas. Et du coup, ils ont une sélection de films austriens aussi. Ouais. Un cinéma de genre qu'on connaît assez peu. Ouais, donc, oui, c'est vrai. Et donc du coup, voilà, j'ai eu 2-3 petites difficultés techniques. C'est pas non plus la qualité de streaming, de qualité de compression. L'algorithme de compression n'est forcément pas aussi bon que celui de Netflix. Mais d'un autre côté, quand on va dans les paramètres, dans les paramètres dans lesquels on peut accéder, on peut choisir le débit, on peut choisir la qualité de la vidéo qu'on regarde. On a le choix entre vraiment du petit format, on va dire, pour les connexions les plus modestes, jusqu'au 1080p. Et entre-temps, on a des 720p plus ou moins compressés. Et on a tout un tas de petits paramètres, de petits réglages. Pour certains films, on peut changer la taille des sous-titres, la couleur des sous-titres, le fond, on peut mettre un fond aux sous-titres. Il y a tout un tas de trucs, d'options, qui permettent aussi quand même peut-être une plus grande accessibilité pour les personnes qui auraient des problèmes de vue. Donc du coup c'est comme ça, c'est un petit peu à double tranchant. Je trouve le service très sympa, et encore une fois, j'ai pris un petit abonnement, hein. Et d'un autre côté, c'est un petit peu une version bêta qui dit pas son nom. Donc si vous repérez des films que vous avez vraiment envie de voir et que vous dites bon voilà, je prends un mois, on peut prendre un mois aussi pendant ce temps que le temps qu'on est confiné, et se dire voilà, c'est 5 €. Vous avez un catalogue de 134 films, regardez si vous avez vu la majorité des films, ça vaudra peut-être pas le coup. Mais voilà, il y a aussi des courts-métrages, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je voulais revenir vite fait là-dessus, parce que c'est une des rares parties du site que j'ai pu vraiment explorer. Je pense qu'il y a eu sans doute des décisions qui ont dû être prises un peu à la hâte, histoire d'avoir la date de sortie rapidement. Parce que donc tu le dis, il y a encore pas mal de bugs. Je pense qu'ils sont en train de corriger les bugs. Une fois qu'ils seront corrigés, je pense que ce sera très bien, hein. Évidemment, ces options de personnalisation, c'est bien. Et je m'en suis surtout aperçu sur la partie court-métrage. Je sens qu'ils avaient l'intention de faire une partie court-métrage. C'était annoncé. Ça pouvait être vraiment très cool d'avoir cette partie-là. J'en ai regardé un par curiosité, et déjà il y avait pas le nom du réalisateur, tu sais, dans la fiche technique. Ah oui, il y avait que le nom de quelques acteurs, tout ça, donc j'ai googlé le nom des acteurs en me disant je vais trouver leur CV en ligne, et puis je vais trouver ils vont marquer dans quel film ils ont joué, tout ça. Aucune trace de certains des courts-métrages. D'accord. Je me suis dit, c'est bizarre, et en fait, j'ai continué à creuser et tout, et je me suis rendu compte que c'était parfois des projets étudiants, ou des choses qui n'ont pas forcément été dans des circuits de courts-métrages, festivals ou quoi que ce soit, ou dans des compiles un peu plus connus de courts-métrages. On a des choses vraiment assez confidentielles, et en toute honnêteté, j'en ai regardé un qui était mis en avant sur la home de Shadows, et j'ai pas trouvé ça très bien. C'était un peu du niveau d'un court-métrage qu'on envoie à un concours de court-métrage sur YouTube pas ouf. Donc j'étais vraiment déçu. Et voilà, donc il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai repéré où j'étais pas très à l'aise avec le procédé. Notamment, il y a une partie Horror Made in France sur le site où ils se vantent d'avoir 3 exclus françaises, d'avoir 3 créations originales comme Netflix en fait. La 3e n'est pas disponible. La dernière fois que j'ai essayé de cliquer pour le lancer.
Et je me suis rendu compte en regardant les deux que ce sont en fait les deux premiers, j'ai avancé rapide sur les fichiers. Je me suis rendu compte que c'était souvent le nom du même réalisateur qui revenait. D'accord. Donc en fait c'est des compiles de courts-métrages. C'est pas un long métrage à proprement parler. Il y a genre 2, 3 voire 4 courts-métrages par long, je crois. Et avec souvent le nom du même réalisateur. Et en fait en allant sur le site du réalisateur et de sa boîte de prod, je me suis rendu compte que ces courts-métrages là qui sont utilisés dans le film et qui sont vendus comme des créations originales pour Shadows datent en fait de 2010, 2012, 2013. D'accord. Ah ouais, donc il y a un petit peu de... Mais du coup, je me demande comment ils ont fait pour avoir autant de... Les Halloween, les Hellraiser, C'est juste, voilà, ça m'a un peu intrigué. J'ai trouvé pas ça forcément très cool, parce qu'il y a une part de pas dire totalement toute la vérité en vendant un truc comme une création originale moderne, en vendant en fait des courts-métrages assemblés qui datent de 2010 et 2012, je trouvais ça pas forcément très cool. Par contre, voilà, il y a des trucs bien, comme tu le disais, l'éditorialisation c'est important, le fait qu'il y a certains films qui sont proposés en version classique et en version Director's Cut, c'est le cas de Donnie Darko, je crois. Donc voilà, il y a des trucs intéressants, il y a aussi du moins bon, donc je pense qu'ils vont affiner au fil des mois, quoi. Ouais, et puis le but c'est aussi peut-être d'avoir une sélection éclectique, de se dire que il peut y avoir des films, on revient sur le plaisir coupable, mais le truc le film de zombies qu'on regarde à l'apéro aussi de manière un peu plus détente. Ah oui, aussi, et dernière précision, j'ai oublié de le mentionner, il n'y a pas d'application. C'est disponible pour l'instant, c'est une page web, donc vous pouvez regarder les films depuis la page web, mais vous pouvez pas le regarder sans doute, si vous avez une console de type PS4, vous aurez pas d'application Shadows dessus, pareil pour les smartphones et les tablettes, donc il faut aller sur la version web pour l'instant. Et avoir un câble HDMI pour la télé éventuellement, si c'est ça. C'est ça. Bah d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour tout vous dire, je suis confiné chez ma copine. Elle a un plus grand appart que moi, elle a un petit jardin, je suis confiné chez elle, avec elle du coup, et j'ai pris l'intégralité de mon matos. On a pris sa voiture et j'ai pris tout mon matos, ma télé, mes consoles, les câbles et tutti quanti, et on a tout installé chez elle pour avoir un maximum de confort. À toi peut-être? Tu as encore d'autres choses, Mathias, je crois. Alors oui, j'ai d'autres choses, on va sortir un petit peu des écrans, parce qu'on a quand même pas mal été devant les écrans depuis le début de nos recommandations. Ma recommandation qui arrive, c'est Spiral de Junji Ito, qui s'appelle Uzumaki en VO et en anglais. C'est le manga phare de Junji Ito. Junji Ito, tout le monde ne connaît peut-être pas, moi-même je connaissais pas forcément jusqu'à il y a quelques mois. C'est un homme c'est un mangaka qui est considéré comme un des maîtres de l'horreur japonaise. Alors si son nom, comme moi, justement il y a quelques mois, vous dit peut-être rien, vous avez sûrement déjà vu une de ses œuvres passer sur internet, c'est La Faille d'Amigara, qui est issue de son recueil Gyo. L'histoire en gros, c'est que dans une montagne, des crevasses un petit peu étranges apparaissent, elles ont la forme de silhouettes humaines, et des personnes de tout le Japon se rendent sur les lieux, certaines se sentent irrémédiablement attirées par ces trous, elles sont persuadées que ces trous dans la montagne ont été taillés spécialement pour eux. Twist final est horrible, je vais pas vous le spoiler ici, et puis si vous l'avez déjà vu, vous voyez sûrement ce à quoi je fais référence. En fait, bien avant La Faille d'Amigara, Junji Ito avait commencé sa carrière de mangaka avec Tomie, qui est paru dans le magazine d'horreur pour filles Gekkan Halloween entre 97 et 2001. J'ai commencé à le lire, j'en suis à peu près à la moitié là, puisque c'est sorti sous forme d'intégrale. C'est moins abouti que ses œuvres suivantes, comme Spiral dont je vais parler, mais c'est très prenant. On y suit une jeune fille, Tomie, qui n'arrête pas de mourir, de se faire tuer par les gens qui tombent amoureux d'elle, et qui n'arrête pas de revenir en semant au passage le chaos et l'horreur partout où elle passe. C'est assez gore par moment, donc voilà, il faut s'accrocher. Un petit peu finalement comme l'intégralité de l'œuvre de Junji Ito. Junji Ito a pu se lancer grâce au succès de Tomie dès 98 sur Spiral, pour un autre magazine, Big Comic Spirits, et l'histoire est depuis sortie en livre, d'abord en 3 volumes, puis en édition intégrale, et c'est sans doute à ce jour le plus grand succès de la carrière de Junji Ito, et un des plus dignes représentants, avec Gyo, de son style graphique complètement cauchemardesque. Parce que c'est vraiment ça la première chose qui nous frappe quand on lit du Junji Ito, c'est le sentiment de profond malaise, voire d'effroi qu'on a en découvrant les images. Ouais, alors spoiler, j'enchaînerai plus tard après, je suis en train de lire Gyo. Donc j'enchaînerai plus tard, mais je confirme tout ce que tu dis. Il y a certains dessins qui sont particulièrement atroces et qui, moi, me hantent encore la nuit de Spiral. J'ai rarement eu peur en lisant un manga ou une BD, ça m'arrive très très rarement. Mais la Spiral, ça m'a vraiment retourné le bide plus d'une fois. Mais bon, je vais peut-être dire de quoi ça parle, Spiral, parce que je me rends compte que je l'ai pas fait jusqu'ici. Spiral, c'est une histoire qui se passe dans la petite ville fictive de Kurozu, au Japon, dans une région indéfinie. La commune est isolée. C'est entouré par les montagnes et par la mer, la ville est dominée par un vieux phare qui est inutilisé depuis bien longtemps.
Mais on n'a pas la sensation d'être perdu dans la campagne non plus. Kurozu a des maisons modernes, un hôpital, un lycée, des petits commerces. C'est une ville presque comme les autres. Enfin, si on fait abstraction du vent, qui souffle parfois si fort qu'on a des tourbillons qui se forment et qui emportent les feuilles mortes. Déjà, le motif de la spirale. Dans les 2 premiers chapitres, on va suivre Kirie Goshima. C'est la lycéenne, en fait, qui va être l'héroïne du manga. Et son petit ami Suichi Saito. Et le père de Shuichi, Monsieur Saito, il ne va pas très bien. Depuis quelque temps, il développe une fascination pour le motif de la spirale. Il n'arrête pas d'acheter, il amasse chez lui des objets en forme de spirale, il passe des heures à les regarder, il va même aller commander chez un artisan une assiette à motif de spirale. À table, il pète un câble parce qu'il y a plus de pâté de poisson en forme de spirale dans son bol de nouilles. Enfin, l'obsession de Monsieur Saito est totale et elle va malheureusement ne faire qu'empirer, jusqu'à un climax vraiment terrible qui va réellement lancer le manga. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais comme avant à Kurozu. Je préfère vous prévenir, c'est un peu long. Spirale, ça fait quand même dans les 650 pages. Alors c'est 100 de moins que l'intégrale de Tomie, parce que Tomie est très long, mais ça reste quand même très long. Par contre, c'est du très très bon. Le seul souci avec cette reco, malheureusement, c'est que vous l'aurez peut-être pas en français. Il y a une édition en français chez Tonkam qui a pas été rééditée. Voilà, c'est ça. Ça a été édité une fois et en fait, ça circule un peu à prix d'or, malheureusement. C'est hallucinant. Les prix sur Amazon, sur Price Minister, sur Rakuten, sur eBay, complètement fou. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que Guillaume, on en parlait en fait pour refaire la chronologie de toute cette histoire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser il y a quelque temps à un jeu vidéo qui n'est pas encore sorti, qui est sorti en accès anticipé, qui s'appelle World of Horror, et je voyais passer du Junji Ito des fois sur Twitter, des images, parce que des images un peu choc, un peu forte des fois. Et quand j'ai vu World of Horror, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à ce mangaka que je n'ai jamais lu, et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à en parler. Il y a le podcast de jeux vidéo Silence on joue, qui a parlé de World of Horror et qui renvoyait aussi également à Junji Ito, et je me suis dit, bon, on en parlait tous les deux, entre nous, on se dit, ouais, c'est intéressant, et tout. Et, début mars, je trouvais que c'était mon anniversaire, et dans le rayon de mon anniversaire, qu'est-ce que je vois débarquer dans ma boîte aux lettres? Un cadeau de ce cher Mathias qui pour mon anniversaire m'a offert Guillaume. Et j'en suis environ à la moitié, je suis un petit peu avant la moitié. Mais je suis pas sûr que ce soit un recueil d'ailleurs, parce que pour l'instant je suis toujours sur la même histoire. Ouais, alors en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas encore lu Guillaume, là j'en suis sur Tomie et j'ai fini Spirale, tu as plusieurs longues histoires et des plus petites, un petit peu comme des grandes nouvelles et des petites nouvelles. Sont à la fin peut-être. J'imagine que ça doit être ça. Ouais, d'accord, ok. Oui, ceci explique cela, parce que pour l'instant, en tous les cas, les 100 premières pages, c'est la même histoire. Parce que la faille d'Amigara dont je parlais, c'est un standalone qui fait, je crois, une dizaine de pages. Donc, et je crois qu'elle est pas reliée au reste de Guillaume, puisque Guillaume, je crois que, si vous vous souvenez, ce sont des monstres qui sortent de la mer. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Et donc, la faille d'Amigara, ça, il est absolument pas question de ça. D'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je vois, du coup, les petites histoires, ça me fait penser à des petites creepypasta. J'ai l'impression qu'il y a un truc très, très creepypasta dans l'esprit. Donc, du coup, moi, je suis en train de lire Guillaume pendant mon confinement. Je lis Guillaume, qui a été prépublié pour le coup entre 2001 et 2002 dans le même magazine que tu mentionnais, Big Comic Spirit, qui a été traduit en français en 2006. Il s'agit en France de la 3e œuvre traduite de Junji Ito, du coup, Guillaume. Et ça a été publié en France aux éditions Tonkam aussi. Et donc, comme je disais, très difficilement trouvable malheureusement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'édition anglaise que nous on possède finalement. Celle que tu t'es acheté, celle que tu m'as acheté, ce sont les éditions anglaises. En fait, qui sont trouvables que sur Amazon malheureusement. Oui, malheureusement, c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé faire travailler d'autres libraires, mais bon. En fait, j'écoutais donc Silence on joue et donc c'est là qu'il parlait donc le fait que World of Horror est très inspiré du style graphique de Junji Ito, notamment de Spirale, puisque le World of Horror va se passer sur une petite ville avec un phare justement. Donc j'ai eu envie de commander Spirale et très vite je me suis rendu compte que il y avait rien en français sauf à des prix, on parle vraiment de 150, 200 euros, 250 euros là. C'est ça. Ça s'envole vraiment très 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 loin pour l'édition française. Édition française qui est jolie en plus, mais je préfère la couverture de l'édition américaine et ça tombait bien puisque l'édition américaine qui est entièrement en anglais, c'est celle qui est disponible sur Amazon pour pas cher en fait, elle est disponible en plus expédiée et livrée par Amazon et elle est à je crois que de 20 euros hein. Ouais, aux alentours de 20 euros, un peu plus de 20 euros pour Tomie, un petit peu moins pour Guillaume et Spirale. Donc voilà, c'est une collection de 3 en fait. Ils ont tous le même style de couverture. Il y a Guillaume, Tomie et Spirale. Donc voilà, si vous voulez lire du Junji Ito, je pense que actuellement c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir. Complètement. Vous inquiétez pas parce que l'anglais est pas trop dur à comprendre. Si vous avez un niveau basique en anglais, ça passe. Il y a pas besoin d'avoir d'avoir un niveau très très élevé en anglais pour comprendre ce qui se passe.
Et puis, je trouve que l'édition est très belle. Le papier est pas fin du tout. C'est très qualitatif. Ça fait très joli dans une bibliothèque. Aussi, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que ce sont de jolis ouvrages. Et on peut parler aussi. Alors du coup, j'ai même pas discuté de quoi on parlait dans Gyo au final. Mais Gyo, c'est l'histoire de, en tous les cas, ce que je suis en train de lire, de Kaori et Tadahashi, je crois, qui sont dans une maison, dans un petit chalet de bord de côte à Okinawa, et qui sont à côté de la mer. Et qui voit un jour débarquer des poissons avec des papates, et rien que ce motif-là est complètement angoissant. Il décide à un moment donné, jusqu'à ce que évidemment il y ait des très gros poissons qui envahissent la ville, et il décide de retourner à Tokyo, et j'en suis à peu près là. Et alors non seulement j'aime bien, mais en plus je trouve qu'il y a une qualité dans le suspense. Il y a une qualité que je trouve vraiment cool, à savoir que vraiment il y a ce truc de respect. Alors c'est très classique dans la bande dessinée. Je suis pas très calé en manga, je tiens à le préciser d'ailleurs. Je suis pas du tout quelqu'un ça date de mon adolescence, le temps où je lisais quelques mangas, donc je suis pas du tout calé sur le sujet. Mais là c'est vrai que le côté commencer une page des fois, ou avoir un truc un peu monumental, un dessin monumental, après avoir eu une planche de suspense où hop il faut tourner la page, et on a des jumpscares en fait, on a des petits jumpscares comme ça en bande dessinée. Je trouve ça vraiment réussi. Il y a juste des fois, je trouve c'est marrant, mais tout est très statique, sauf peut-être parfois pour les poissons qui se déplacent, mais je trouve que les personnages, et certains personnages, ils ont un côté mannequin, mais qui rajoute à l'angoisse. Ils ont un côté, dans ce que je suis en train de lire, en tout cas dans Gyo, des fois les personnages ont un côté mannequin de cire, ou mannequin qui portent des vêtements, tu sais, dans les vitrines des magasins. Ils sont pas toujours très dynamiques, mais parfois ça rajoute à l'angoisse, je trouve. C'est particulièrement le cas dans Tomie que je suis en train de lire. D'accord, ok. Et du coup je me demandais si c'était un côté, est-ce que je savais pas si c'était volontaire, le côté très statique de certaines images, mais ouais, du coup je trouve ça vraiment très très chouette, et je suis content d'avoir découvert et de m'y être mis, parce que pour le coup moi qui suis très très porté sur l'horreur, mais assez peu finalement sur les mangas, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. J'avais une dernière petite BD à recommander que si vous pouvez pas commander en ligne, malheureusement les livraisons sont maintenues normalement pendant le confinement pour le moment, donc vous pouvez toujours commander le Junji Ito. Par contre j'ai un autre truc beaucoup plus mignon, on est dans de l'horreur mais c'est pas horrifique, c'est-à-dire que ce sont des personnages qu'on pourrait avoir dans des situations horrifiques qui ne le sont pas, là dans des situations horrifiques, dans des situations un peu de tous les jours, et je trouve ça extrêmement mignon. C'est Fangs de Sarah Anderson. Sarah Anderson, c'est l'illustratrice et autrice qui est derrière Sarah Scribbles. Ça tourne beaucoup sur Instagram, ça tourne beaucoup un peu partout en fait. C'est des pastilles humoristiques et très très mignonnes qui ont connu pas mal de succès. Ça a même été traduit en français chez Delcourt. Il y a Les Adultes n'existent pas qui est sorti, le premier recueil de ces petits strips. J'aime beaucoup ce que fait Sarah Anderson, c'est toujours très drôle et très touchant, mais ça n'a aucun rapport avec l'horreur. Par contre, récemment, Sarah Anderson a lancé un autre comic en ligne, qui est tout aussi mignon, mais qui est différent dans la forme. Là, on a un style de dessin qui est beaucoup moins cartoon que pour Sarah Scribbles, et on suit un couple assez atypique, une vampire et un loup-garou. Et c'est le summum de la mignonnerie, donc voilà, c'est un tout petit peu horrifique, c'est pour ça que je le mets dans ces recommandations-là, parce que ce sont des personnages typiques de l'horreur, mais sinon c'est juste trop choupinou, donc je vous conseille. Voilà, ça c'est toujours en cours. Elle sort en gros une planche tous les 2 jours, je crois, si je me souviens bien. Ça se termine le 31 mars. Donc vous avez le temps de tout rattraper avant le final. Ça se trouve sur tapas.io, c'est entièrement gratuit, et je pense qu'on mettra le lien dans la description de cet épisode. Très bien, très bien. Ça va être l'heure de passer à la dernière catégorie de ces recommandations, la partie un peu jeu. Donc je crois que toi Mathias, tu avais du jeu pas forcément vidéo. Oui, alors d'abord je voudrais parler d'un jeu, petit jeu de société, pour passer le temps si vous êtes confiné à plusieurs, ou si vous êtes seul, un jeu qui puisse être jouable par Skype, par exemple, qui nécessite pas de matos particulier. Un de mes jeux préférés, c'est Black Stories, qui est édité en français par Qui Gagne. Le principe, c'est simple. Il y a un des joueurs qui tire une carte, il lit la phrase qui est marquée dessus, il la retourne, il découvre l'histoire qu'il y a derrière cette phrase, et ensuite les autres joueurs doivent deviner l'histoire en lui posant des questions. Le maître du jeu peut répondre que par oui ou par non. Alors ça peut paraître un peu confus là comme ça quand je l'explique, donc je vais faire une démo tout de suite avec Charles. Ah, j'étais pas préparé, je me prépare, c'est bon. Alors admettons, voilà, je tire une carte, il y a cette phrase là marquée dessus, je vais la lire à Charles. Bien que Magali n'ait rien dit, elle put enfin trouver le sommeil après avoir passé un coup de téléphone. Donc là Charles va pouvoir commencer à me poser des questions auxquelles je peux répondre par oui ou par non, et il va essayer de retrouver l'histoire. Alors, bien que Magali n'ait rien dit, elle put trouver le sommeil après son coup de téléphone.
Est-ce que Magali était chez elle? Non. Est-ce que Magali appelait depuis un téléphone portable? Non. Est-ce qu'elle appelait depuis une cabine téléphonique? Non plus. Alors là, on est dans une émission, on est dans un podcast, donc je vais te donner quelques indices histoire que ça aille relativement vite. Elle était dans un hôtel. Ah, elle était dans un hôtel. Ok, très bien. Elle était dans un hôtel et elle a pu trouver le sommeil du coup après avoir passé un coup de téléphone. Est-ce que le coup de téléphone qu'elle a passé c'était à un proche? Pas du tout. Est-ce que c'était à quelqu'un qu'elle connaissait? Non. Elle a passé un appel depuis un hôtel à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et ça lui a permis de trouver le sommeil. C'est bien ça. Je vais te donner la solution tout de suite parce que Oui, on va quand même pas passer 1000 ans. Ça va durer, c'est pas très radiophonique, mais en tout cas, vous, si vous le faites par Skype, ça peut être assez rigolo. La réponse, c'est que Magali dormait dans un hôtel et son voisin de chambre ronflait si fort qu'elle n'arrivait pas à se rendormir. Alors elle a appelé sa chambre. L'appel a réveillé le voisin et Magali a enfin pu se rendormir. Donc bon, là c'est pas une histoire horrifique, mais il est souvent question de meurtre. C'est ce que j'allais dire, parce que non, on y avait joué en fait déjà ensemble. Moi j'adore ce jeu, voilà. Donc il est souvent question de meurtre ou d'histoire criminelle dans Black Stories. Là celle-là elle est plutôt mignonne. C'est ça. Mais voilà, vous avez compris le principe en gros. C'est pour ça que je voulais faire ce petit test. C'est vrai que c'est un peu confus à expliquer, mais quand on assiste à une partie, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Ouais, c'est beaucoup mieux avec un exemple. Et d'ailleurs, j'en ai acheté à mes parents. J'ai acheté 2-3 éditions à mes parents. Et c'est vrai que quand on se retrouve en famille, du coup, on se fait souvent une ou deux Black Stories comme ça. Souvent, ça concerne des meurtres. Parfois, il y a des trucs genre il y a une édition qui est inspirée de faits réels où c'est des vrais trucs. C'est peut-être un peu plus sordide. Elle doit être un peu plus dure. Mais sinon, ça peut concerner des histoires de morts un peu débiles aussi, ou des trucs un peu rigolos. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais on peut complètement jouer à ça par Skype. Complètement. Et donc là, évidemment, je vous recommande 1000 fois d'acheter le jeu en boîte, déjà parce qu'il faut soutenir les fabricants de jeux, et aussi parce que les cartes sont cool. On a des illustrations très polars, que je trouve parfois assez amusantes aussi. Donc mes recos, ce sont d'acheter les éditions classiques et la version Sexe et Crime pour l'apéro, qui est fabuleuse. Mais si on ne veut pas faire sortir de livreur en ces temps-là, voilà, vous pouvez sans doute vous pouvez sans doute pas vous procurer les Black Stories hormis en vous les faisant livrer, parce que malheureusement Qui Gagne n'a pas sorti d'application officielle pour son jeu. Par contre, d'autres l'ont fait, parce que ce concept est édité par Qui Gagne, mais c'est un concept assez général, donc d'autres gens peuvent inventer des énigmes et les mettre sous d'autres formes. Donc je vais vous conseiller Dark Stories, on voit l'inspiration quand même, qui est une application gratuite. Alors il y a des achats in-app pour débloquer des énigmes, forcément, mais il y en a déjà 48 de gratuites pour commencer, ce qui est déjà plutôt pas mal, puisque un paquet de Black Stories, quand on l'achète, je crois que c'est entre une douzaine d'euros habituellement, il y en a 50. Donc là, gratuitement, vous en avez déjà 48, c'est pas mal, avec plusieurs degrés de difficulté en plus. Et voilà, si vous êtes vraiment accro à ce jeu et que le confinement s'éternise, vous pouvez aussi en débloquer 120 de plus pour 3,59€, c'est le fameux achat in-app dont je parlais. Donc voilà, j'en ai testé quelques-unes, et pour le coup j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance de Black Stories. C'est pas les mêmes illustrations, donc voilà, moi j'aime beaucoup les illustrations de Black Stories, mais la mécanique de jeu est la même. Donc voilà, si vous avez envie de jouer avec des camarades sur Skype à ce jeu-là que je trouve assez amusant, vous pouvez grâce à cette application. Ce qu'on a oublié de dire, peut-être pour que les gens comprennent bien le principe du jeu, c'est que toi tu as une explication sur ta carte. C'est-à-dire que tu me lis une phrase, je dois deviner des trucs, mais toi tu as une explication dessous. Oui, c'est voilà, pas juste l'histoire qui se devine. L'histoire que les joueurs doivent retrouver, moi je la connais, puisque en tant que maître du jeu, j'ai retourné sur la carte. Et je l'ai lu. Voilà, c'est ça. Je savais pas si on l'avait dit, donc pour que les gens comprennent, je pense que ce sera un petit peu plus clair. Et donc du coup, c'est une application qui est disponible sur iPhone et Android. Alors moi j'ai Android, donc elle est dispo sur Android. Sur iPhone, faudrait vérifier. Je t'avoue que j'ai pas pensé à le faire. Je n'ai jamais eu d'iPhone et j'oublie souvent de le faire. Ça arrive à des gens très bien, tu sais. Eh bien écoute, je vais rester dans le jeu si tu as terminé, puisque vous le savez, je passe un temps assez conséquent à jouer à des jeux vidéo, et le confinement me permet aussi d'attaquer un petit peu mon backlog de je sais pas combien de jeux que je n'avais soit pas terminé, soit pas commencé. Mais plutôt que de jouer à des jeux de mon backlog, je vais plutôt en attendre des nouveaux, puisque il y a la démo jouable de Resident Evil 3 qui sort au moins sur PS4, sans doute peut-être aussi sur Xbox One, et je ne sais pas pour le PC pour le coup. Mais la démo donc de Resident Evil 3, donc le remake du fameux jeu de 99 ou 2000 si je dis pas de bêtises, qui du coup remet au goût du jour à la fois le placement de la caméra, puisqu'on est dans un jeu maintenant TPS qui refait Raccoon City, les graphismes que l'on connaît aujourd'hui, traitement qui avait déjà été appliqué à Resident Evil 2 en janvier 2019, que moi j'avais personnellement adoré, que j'avais streamé en intégralité, que j'avais vraiment surkiffé. C'est l'ambiance Mr. X, alors là en plus le Nemesis,
on va se faire poursuivre à nouveau par un bonhomme de 2,50 m qui peut nous tabasser en 2 secondes, mais qui en plus va pouvoir faire des espèces de super jump et va pouvoir nous rattraper avec ses tentacules, donc merci l'angoisse. Donc la démo de Resident Evil 3 va sortir, on enregistre là, à l'heure où on enregistre, on est le 18 mars, elle sort demain, je vais la streamer. Je tiens à préciser aussi, c'est vrai que je l'ai pas précisé jusque-là, mais je vais streamer à des heures alors un peu aléatoires, j'ai pas d'horaire fixe, mais du coup si jamais vous êtes soit seul chez vous, soit que vous voulez avoir une présence sur votre télé, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, et vous pouvez complètement venir sur les streams, il y a une bonne ambiance, parce que là on rigole bien, on fait des débats bouffe souvent. On invente des recettes qui seraient probables dans le jeu auquel on est en train de jouer. Parfois, je passe une tête pour parler de choses qui n'ont rien à voir. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on le fait pas habituellement. Toi, tu le fais sur ton compte Twitter personnel, Odd Paramonia. Mais là, du coup, je pense qu'on l'annoncera quand tu feras des streams sur le compte Twitter du Bureau des Mystères, histoire que vous puissiez tous être au courant. Peut-être même sur celui d'Inspiré de faits réels. Comme ça, on fera les deux. De toute façon, mon compte Twitter, c'est donc Odd Paramonia, ODD Paramonia, et c'est pareil pour mon compte Twitch. Donc n'hésitez pas à passer une tête, si vous en avez envie de discuter, vous pouvez discuter mais de ce que vous voulez, on n'est pas obligé de discuter du jeu, on discute vraiment de ce que vous voulez. Et je vais sans doute aussi streamer Outlast. Je vais streamer 2-3 jeux d'horreur quand même, on va rester dans la ligne qui est la nôtre, celle qu'on aime. Je vais streamer 2-3 jeux d'horreur, donc n'hésitez pas à venir passer une tête. Comme on le disait, vous pouvez retrouver Charles sur sa chaîne Twitch, mais du coup, cette session de recommandation est terminée. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous recommander dans un premier temps pour ces premiers jours de confinement, malheureusement. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc @IFRpodcast pour Inspiré de FRL, @BDM le podcast pour le Bureau des Mystères, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Et puis nous, on espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer pendant ce confinement. Normalement, avec tout ce qu'on vous a conseillé, ça devrait à peu près aller. On vous fait des bisous, mais de loin. On vous fait des bisous à 1,50 m de distance pour respecter le social distancing, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.